Ici Georges Simard, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Au nom des membres du conseil municipal, j'invite tous nos citoyens et citoyennes, ceux et celles de la MRC de Maria-Chapdelaine et toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean à participer aux nombreuses activités de la 41e édition du Festival Western qui se déroule cette année du 12 au 15 juillet. Je souligne le travail des organisateurs et des nombreux bénévoles qui ont mis tout en œuvre pour faire de cette 41e édition un succès. Bienvenue à Dolbeau-Mistassini et bon Festival Western. Présentation ce soir à Kansas City du match des étoiles du baseball majeur opposant la Ligue nationale à la Ligue américaine. Matt Cain et Justin Verlander seront monticules. Et pour en parler, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est notre collaborateur Jacques Doucet. Bonjour Jacques. Salut Danny. Jacques, il y a 30 ans, parce qu'en fait, ça va faire 30 ans jour pour jour vendredi. Montréal recevait le monde, la planète baseball. À l'époque. Et je pense qu'on peut dire sans se tromper que ça a été probablement un des faits marquants de l'histoire des Expos, un des plus beaux faits marquants de l'histoire des Expos. Ben écoute, avec toutes les festivités qui entourent la présentation d'un match des étoiles, évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas le concours de coups de circuit, on n'avait pas le concours ou la présentation là, des meilleurs éléments jeunes du baseball qui poussent, là, comme on fait les Futures Games, comme on appelle, là. Mais non, écoute, le match des étoiles en 1982 à Montréal a été un des faits marquants de l'histoire des Expos. Et lorsqu'on me demande, moi, souvent, quels sont les matchs qui vont marquer ma carrière, là, évidemment, il y a le match le match parfait de Dennis Martinez et celui de David Cone, mais le match des étoiles de 82 est un des faits marquants parce que tous les yeux de l'Amérique sportive était rivée sur Montréal. Ah, écoute, là, puis écoute, Howard Cosell, t'avais des grands là, de la télévision qui étaient là, le Howard Cosell, Keith Jackson, et ainsi de suite, ils étaient tous là, là. Écoute, c'était le rendez-vous, vraiment, là, tu sais, la trêve estivale du baseball majeur, comme on l'appelait, mais à Montréal, on avait fait des choses en grand. Je pense que la façon dont les Expos ont traité le match des étoiles en 82, la direction, la complicité des gens d'affaires, des gens des médias, eh bien, je pense que ça a fait époque et ça a servi de modèle souvent pour les matchs des étoiles qui ont suivi. OK. Et si tu te rappelles bien aussi, 5 joueurs des Expos faisaient partie de la formation partante. Est-ce que dans ce temps-là, ça fonctionnait comme aujourd'hui c'était les amateurs qui choisissaient? Comment ça fonctionnait? Je pense que c'était les journalistes à l'époque. Exactement la même chose. Pour les lanceurs, les joueurs partants, ils étaient choisis par les amateurs. Évidemment, les lanceurs et les auxiliaires ou les joueurs de soutien, eh bien ça, c'était, si ma mémoire est fidèle, à ce moment-là, je pense que c'était un consensus des gérants et des directeurs gérants qui formaient le reste de l'équipe. Évidemment, il n'y avait pas autant de joueurs au sein de l'équipe comme il y en a aujourd'hui. Mais le fait d'avoir eu Gary Carter derrière le match, Steve Rogers au monticule pour commencer le match, en plus de Dawson et de Raines, et en coulisses, ben, on avait Al Oliver, et il y avait ici aussi le gérant de la saison précédente, Jim Fanning, qui a eu ça comme instructeur au premier but. OK. Donc, ça a été vraiment l'événement. Et pour les gens qui se posent la question, la Ligue nationale l'avait emporté 4-1. Dave Concepcion, le joueur d'Areco des Reds de Cincinnati, a été nommé le joueur par excellence. Il a fait un circuit, je pense, c'était en deuxième manche, je me rappelle bien, c'est ça? Oui, moi je me souviens très bien que plusieurs années plus tard, après que David Concepcion eut pris sa retraite, j'étais à Vero Beach pour un match des Expos contre les Dodgers, un match à l'entraînement. Et j'avais croisé David Concepcion sur la galerie de la presse, puisque son fils avait été repêché par les Dodgers. Alors David était là. Okay. Alors je me suis approché de lui, je me suis identifié, puis du moment que j'ai dit Montréal, il a dit qui a été le joueur du match au match des étoiles en 82? C'est moi. Puis il dit jamais je vais oublier ce match-là. Ah non, ça a été vraiment, là, lorsqu'on dit la planète baseball était au rendez-vous, puis les gens qui se posent des questions si Montréal est une ville de baseball, ben je pense qu'on a quand même, à l'époque, on était vraiment, là, vraiment une des bonnes équipes au niveau des assistances dans le baseball majeur. Ben oui, parce qu'on se souvient qu'en 81,
les Expos s'étaient rendus là, jusqu'à la 9e manche du match de championnat de la Ligue nationale et simplement pour se faire coiffer par le circuit de Monday. Ouais. Et au lieu de voir les Dodgers se prendre l'avion après le match pour New York et disputer la Série mondiale aux Yankees, ça aurait pu être les Expos avec un petit peu plus de chance. C'est ce soir la classique et je pense, sans se tromper, Jacques, depuis, ça a toujours été le meilleur match des étoiles des 4 sports, des 5 sports majeurs, parce que j'inclus le soccer là-dedans. Donc, ça a été le meilleur match de tous les sports professionnels, à raison que le baseball est un sport individuel tout en étant un sport d'équipe. Sauf que depuis 2003, je pense que c'était en 2002 qu'il y avait eu à Milwaukee le match égal, puis que Bud Selig avait été sorti avec des huées. On avait interrompu le match parce qu'il manquait de joueurs. Depuis ce temps-là. Oui, c'est en 2002, ça. Écoute, non, écoute, le match d'étoiles de baseball, peut-être parce qu'il n'y a pas de contact. Ben, je veux dire, il y en a, si vous remontez dans le temps, on peut penser à Petros, qui avait foncé contre Ray Fossey, le receveur des Indiens de Cleveland. Là. Il n'avait pas une fin à sa carrière, lui. Il n'y a pas beaucoup de contact dans un match de baseball. Donc, tout le monde peut y aller à fond. Les lanceurs lancent avec force. On utilise ses meilleurs lancers, les frappeurs, les coureurs. Alors qu'au hockey, ben, on ne va pas se blesser. C'est un match hors concours. C'est un match qui sert à ramasser des fonds pour le fonds de pension. Alors, il n'y a pas beaucoup de contact. C'est surtout un match qui est axé sur l'attaque. Au football, c'est la même chose. Vous ne verrez pas personne aller chercher le corps arrière et l'écraser sur 3 tonnes de bœuf. Au soccer, je ne sais pas, je n'ai jamais vu, et au basket non plus. Alors, mais je sais que pour au hockey et au football, c'est vraiment un match amical, alors qu'au baseball, on joue pour le vrai, surtout que depuis quelques années, eh bien, c'est le gagnant de ce match-là qui obtient le privilège de présenter le dernier match de la Série mondiale si on se rend à la limite. Ça l'a inclus un enjeu, ça met un enjeu, mais auparavant, Jacques, il y avait encore plus de rivalité parce que les joueurs restaient plus longtemps dans leurs équipes. Donc, il y avait des matchs, exemple, Bob Gibson, dans le temps de Bob Gibson, lui a resté sa carrière, je me rappelle bien, avec les Cards de Saint-Louis. Il y en avait d'autres qui étaient dans la Ligue américaine, qui passaient leur carrière dans la Ligue américaine, et il y avait cette rivalité-là entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, qui est un petit peu moins parce que les joueurs transfèrent de ligue, il y a des matchs interligues en plus de ça, sauf que c'est quand même bon. Mais dans le temps, il y a déjà eu des grosses rivalités. Tu me parlais de Pete Rose, Ray Fossey, c'était dans le cœur de ces rivalités-là. Oui, mais moi, excuse-moi si je diffère d'opinion avec toi, c'est parce que la Ligue nationale jouait strictement contre la Ligue nationale à ce moment-là et la Ligue américaine strictement dans la Ligue nationale. Alors, il n'y avait pas beaucoup de rivalité entre la Ligue nationale et la Ligue américaine, sauf pendant les séries mondiales. Alors qu'aujourd'hui, avec le calendrier interligue, oui, on développe des rivalités avec d'autres équipes de l'autre ligue. Et lorsqu'on rencontre ces joueurs-là au match des étoiles, à ce moment-là, la rivalité revient en surface. Alors que si on remonte dans le temps, c'était difficile de dire, bon, les Expos ont de la rivalité contre, je sais pas moi, les Blue Jays. Les Angels de la Californie, là. Non. Tu sais, je veux dire, on les rencontrait jamais. Il y a quelques joueurs, des fois, qui étaient échangés d'une ligue à l'autre, mais c'était pas monnaie courante comme ça l'est aujourd'hui avec le calendrier interligue, l'autonomie qui, veut dire, est rendue partout. Alors, oui, tu sais, comme là, hier, dans le concours de coup de circuit, Prince Fielder est devenu le premier joueur à remporter le championnat de cette compétition-là dans les 2 ligues. Parce qu'il l'avait fait avec les Brewers à Milwaukee lors du match des étoiles à Saint-Louis. Et hier, il l'a gagné au match des étoiles, mais sous les couleurs de la Ligue américaine avec les Tigers de Détroit. Oui, effectivement. Allez, rapidement, Jacques, on va parler des Blue Jays. Les Blue Jays qui sont au dernier rang dans l'Est. Mais on peut dire, sans se tromper, que c'est les blessures qui ont fait en sorte... Les blessures aux partants des Blue Jays qui ont fait mal depuis le début de l'année. Quoique, il y a quand même, à part Brett Cecil, à part sa performance de dimanche, c'est quand même potable, mais les blessures ont fait mal.
Ben, les blessures ont fait mal, oui, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, au classement du meilleur deuxième, pas les Expos, mais les Blue Jays sont seulement 2 parties et demie derrière les meneurs. Alors, tu sais, oui, ils sont 9 matchs derrière les Yankees présentement, mais dans la course aux séries d'après-saison, ils sont loin d'avoir lancé la serviette, là. Et c'est pour ça que moi, je doute beaucoup qu'il va y avoir une transaction majeure, parce que présentement, ce qui tient les Blue Jays en vie, c'est l'attaque, numéro 1. Et aussi, il y a 3 releveurs qui vont très, très bien. Frazier. Ensuite, il y a le vétéran Darren Oliver et Casey Jensen. Lui, c'est une surprise, Jensen, comme partant. Comme releveur numéro 1. Là, ben oui, mais écoute, il a toujours été un excellent releveur, sauf qu'on l'utilisait à toutes les sauces. On pouvait l'utiliser comme spécialiste de la longue relève. On pouvait l'utiliser pour préparer la table pour le spécialiste de fin de match. Et si le gars, le spécialiste de fin de match avait été utilisé dans 2-3 parties de suite, on pouvait lui donner la balle et il répondait toujours à l'appel. Cette année, en début de saison, c'était l'homme oublié dans le personnel de releveur. Parce qu'on avait le jeune Santos qui était censé être le gars qui était pour fermer la porte. Il y avait le vétéran Francisco Cordero qui était pour être le gars qui allait préparer la table. Et on avait le vétéran Oliver, Darren Oliver, qui arrivait avec beaucoup d'expérience. Et on avait rapatrié Frazier. Alors, le pauvre Jensen, lui, se trouvait en bas du totem, là. Il n'était pas en tête. Non, mais avec le concours de blessures qu'on a eu avec Santos qui a été blessé, Cordero qui ne fait absolument pas le travail, ben là, soudainement, le gars qui avait peut-être les meilleurs outils pour remplir ce rôle-là, c'était Jensen. On lui a demandé d'aller là, puis il en a sauvegardé 12 de suite. Et de façon solide, là. Tu sais, je veux dire, la plupart de ces 9 manches, ces 9e manches, là, c'est 1, 2, 3. Alors, tu sais, il n'y a pas de marge d'erreur avec lui, mais ça va prendre, parce que là, ils ont perdu Perez aussi. Luis Perez s'est blessé au bras, il est fini pour la saison. En étant un autre, là, c'est le 7e lanceur chez les Blue Jays qui est sur le carreau. Ça fait plusieurs. Mais en début de 2e tranche du calendrier, les Blue Jays vont devoir sacrifier un lanceur quelque part. Moi, j'ai l'impression que Perez ne sera pas remplacé dans le personnel de lanceur chez les Blue Jays. On va aller chercher un joueur de position. Parce que présentement, Farrell avait seulement 3 ou 4 gars qui pouvaient donner un moment de répit à l'occasion à un joueur régulier. Et ça, c'est pas assez. Parce que on l'a remarqué là, dans la dernière semaine de la première tranche du calendrier, là, les gars semblaient fatigués sur le terrain. Et, écoute, on peut pas utiliser ces gars-là 155, 160 matchs par année sans qu'ils ne ressentent une certaine fatigue. Alors, il faut trouver le moyen, à l'occasion, de donner un répit, que ce soit à Bautista, que ce soit à Rasmus, qui connaît une saison exceptionnelle. Ça va prendre aussi un moment de répit pour le joueur de 3e but, Brett Lawrie. Dans le moment, à l'avant-champ, là, il y avait seulement Vizquel qui pouvait remplacer qui que ce soit. Avec, au premier but, si on n'utilisait pas Concepcion, pas Concepcion, mais Encarnacion au premier but, ben c'est Lynn qui allait là. Mais ça va prendre quelqu'un qui va pouvoir permettre à ces réguliers-là de souffler un peu et de ne pas dépenser toutes leurs énergies avant d'arriver à la fin du mois d'août. C'est pas un Mike McCoy qu'on a vu. McCoy qui est un joueur d'utilité, mais je pense qu'il est plus un joueur de 3 que d'un joueur des majeurs. Oui, mais à l'occasion, il est bon. Peut-être qu'on pourrait rappeler un gars comme Snyder pour lui donner un moment de répit, que ce soit à Davis au champ gauche ou encore à Rasmus au champ centre ou encore à Bautista. Bautista, à un certain moment, au lieu de le faire jouer à tous les jours comme voltigeur de droite, tu peux lui donner une journée de semi-congé en l'utilisant comme frappeur suppléant. On l'a fait une seule fois pendant la première tranche du calendrier. C'est pas assez, ça. Jacques, on va avoir l'occasion de se reparler bientôt. Puis bon match des étoiles ce soir. Merci bien. Salut. Voilà Jacques Doucet, notre collaborateur baseball.